Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes bien reposés, bref, reprenons les cours. Et pour ce faire, donc là je vais avoir besoin du rétroprojecteur, puisque lors de ces cours, nous allons aborder la nouvelle séquence de français, à savoir la nouvelle séquence, donc rêver, imaginer, créer. Alors, cette année, on va se concentrer notamment sur l'imaginaire, et notamment avec la science-fiction. Et commençons donc de suite avec la séance 1, la science-fiction, un imaginaire connecté au réel. Alors, tout d'abord, justement, est-ce que vous savez ce qu'est la science-fiction? Oui, bon, c'est vrai que vous n'allez pas me répondre. Donc, autant vous répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la science-fiction, justement, c'est vraiment un domaine à part, que ce soit dans la littérature ou dans le cinéma. Dans la culture, la science-fiction, c'est toujours quelque chose vraiment à part. Alors, comme le dit la définition, on peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, là, quand ils disent littérature, ça englobe aussi le cinéma. Alors, en fait, cette définition est issue d'un grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est lui qui a pratiquement créé la robotique. Enfin, du moins, la robotique dans l'imaginaire. C'est pas lui qui a construit les robots, il les a imaginés, justement. Et de là, il a construit toute une histoire, toutes des règles qu'aujourd'hui on utilise pour les robots. C'est dire. Alors, donc, de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. En fait, la science-fiction, c'est tout bête, hein. Science-fiction. Voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être dans le futur. Attention, science-fiction dans le futur. Donc, mettons par exemple des films comme Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux n'est pas de la science-fiction. Parce qu'il n'y a pas proprement dit de la science, enfin ce n'est pas dans le futur. Et là, on va plus parler de fantastique ou d'imaginaire, mais pas de science-fiction. La science-fiction, c'est vraiment un imaginaire dans le futur, où il y a de la science et de la technologie. Alors après, attention, hein, le futur peut varier. Ça peut être demain comme dans 310 000 ans. Voilà. Un futur variable. Alors, étape 1, reconnaître un récit de science-fiction. Thème 1, un vocabulaire spécifique à la science-fiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous allons voir comment reconnaître un texte de science-fiction. Et vous allez voir, c'est bateau, hein, c'est banal. Mais quand même, il y a des choses à savoir, justement. Et après, vous pourrez repérer notamment des éléments de science-fiction. Alors, tout d'abord, premier point, un lexique spécialisé. Avec notamment le premier tiré, donc référence à la science antimatière vortex ou à la technologie, drone, laser, vaisseau orbital, clone, etc. Alors, référence à la science antimatière vortex. Vortex, c'est ça. C'est ce que vous avez depuis tout à l'heure derrière moi. Alors, un vortex, voilà, c'est une sorte de... Alors, bon, je suis scientifique, mais du côté de l'histoire. Donc, tout ce qui est science, avec moi, ça va être un peu vague, ça, voilà. Donc, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le signaler, à me le dire, voilà, que je le dise. Bon, parce que moi, je ne suis pas non plus un grand scientifique de tout ce qui concerne l'espace, donc je peux me tromper. Voilà. Moi, par contre, en français ou en histoire géo, là, il y a beaucoup moins de chances que je me trompe, mais bon. Okay. Alors, vortex, donc en fait, un vortex, c'est une sorte de tube, comme vous pouvez le voir, où différentes énergies, différents éléments vont circuler et vont passer d'un point A
à un point B, par un vortex, donc par ce tuyau. Le vortex, on le retrouve notamment dans les trous noirs. En effet, en fait, un trou noir, je ne sais pas si vous savez ce que c'est dans tout ce qui concerne l'astronomie et l'espace, mais un trou noir est du vide, si je puis dire. En fait, c'est un tueur de monde, c'est-à-dire qu'il absorbe les étoiles. Et en fait, par exemple, vous avez une étoile et le trou noir, en fait, va comme l'absorber, mais en la déroulant, tout bêtement. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, il va l'absorber justement et ça va lui créer une sorte d'antimatière, c'est-à-dire l'inverse de la matière. Bon, après là, c'est des choses très, voilà, tarabiscotées. Mais concrètement, un trou noir, voilà, c'est ce grand cercle noir qu'on voit souvent dans les reportages de vulgarisation scientifique. Et un trou noir, donc, il est là. Mais donc là, c'est notre trou noir, tout en haut. Et justement, un trou noir, il a un vortex, lui aussi, qui est relié ici. Alors, je crois qu'il y a une histoire de trou blanc, mais je suis pas sûr. Voilà. Et en fait, voilà, après, les objets passent ici. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un objet passe dans un trou noir? On ne sait pas. Ouais. Parce qu'on n'a pu envoyer personne pour le vérifier et aucune machine. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que un trou noir, dites-vous, c'est capable d'absorber une planète. Donc, autant vous dire que niveau balèze attitude, c'est costaud. Et surtout que voilà, il y a une puissante force d'attraction et que là, tout se perd. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien. Enfin, voilà, c'est assez bizarre et assez complexe. Bon, on ne peut pas encore l'expliquer parce qu'on ne sait pas encore vraiment où ça va. Il y a Stephen Hawking, un grand scientifique, qui a essayé de travailler là-dessus. Et voilà, donc voilà ce qu'est un vortex. Donc vous voyez, ça va vraiment être un lexique typique de la science-fiction. Un vortex. Vous voyez, des choses un petit peu scientifiques. Donc comme l'antimatière aussi. Vous voyez, c'est des mots qu'on ne connaît pas forcément, justement, nous, humains, nous autres lambda qui ne connaissons pas ces termes scientifiques. Mais par exemple, tout ce qui est antimatière, etc., ça, c'est des termes scientifiques. Donc quand vous voyez dans des textes qu'il y a des termes que vous ne comprenez pas forcément et qui ont rapport à la science, voilà, soit c'est la médecine, et dans ce cas, oui, forcément, on n'y comprend rien, soit alors, il peut s'agir aussi d'un texte de science-fiction. Alors, ou à la technologie. Donc la technologie, c'est différent de ce que je vous parle là, puisque la technologie, c'est une science aussi, mais c'est tout ce qui va concerner les machines. Machina. Et les machines, comme par exemple, donc vous avez les robots, vous avez, les drones. Vous savez, les machins avec les hélicoptères, bon, vous en avez peut-être. Mais voilà, les drones, tout ça, c'est de la technologie. Et aussi, ça, c'est un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial issu du chef-d'œuvre Star Wars. Et justement, vous voyez quand même que, bon, ça m'étonnerait que vous en ayez déjà vu dans l'espace, hein, ça n'existe pas. Enfin, du moins à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est que dans Star Wars. Star Wars, qui est par contre un récit de science-fiction. Il y a aussi bien sur la littérature que dans les films. Parce que oui, il y a eu des livres Star Wars. Attention. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais beaucoup parler de Star Wars, hein, parce que bon, déjà je suis fan, et en plus, on est vraiment en plein dedans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, des vaisseaux de cette taille, c'est pas possible. Enfin, comment vous dire, oui, ça, vous voyez, c'est pas, ça représente au moins, vous voyez, le gilet d'alerte, quoi. Oui, quand même, on est sur du big. Et voilà, des vaisseaux aussi grands, on n'arrive pas encore à en faire. Nous, on se cantonne à une petite navette spatiale, voilà, ou à des grosses fusées, etc. Mais des complexes comme celui-ci, ça n'existe pas encore. Mais cela pourrait exister dans le futur. Donc, vous voyez, tout ce qui est technologique, scientifique,
on va le retrouver dans le récit de science-fiction. C'est pour ça que je vous disais, dans le Seigneur des Anneaux, voilà, vous n'avez pas de science, vous avez de la magie, vous n'avez pas de technologie, enfin, vous avez juste des gens qui se bourrent à s'envoyer des cailloux ou à taper avec des épées. Là, voilà, sabre laser, vaisseaux spatiaux, voilà, on est un peu dans cette ambiance. Alors, après, justement, on a autre chose, présence du réel. C'est-à-dire que dans le récit de science-fiction, vous allez quand même avoir une part de réel. C'est-à-dire que c'est pas non plus complètement différent de notre époque, enfin, de notre monde, dirons-nous. Il y a toujours une certaine réalité. Regardez quelque chose de bizarre, mais voilà, Yoda est un parfait exemple de Star Wars. Justement, la plupart des extraterrestres qu'on imagine, à quoi ils ressemblent? Des bras, une tête, des jambes. Oui, bon, vous allez pouvoir me trouver d'autres extraterrestres qui n'ont pas ça, mais la plupart, regardez Avatar, regardez E.T., regardez la plupart vous savez, la zone 51 aux États-Unis, où on a retrouvé des extraterrestres avec une grosse tête tout gris. Prenez Mars Attack, prenez Star Wars, prenez Ready Player One. La plupart des récits de science-fiction humanoïdes. C'est-à-dire humanoïde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ressemblant à un humain. Une tête, des bras, des jambes. Donc vous voyez, il y a quand même un certain rapport à une réalité. C'est-à-dire, par exemple, Maître Yoda, justement, un Maître Jedi dans Star Wars, bon, certes, il est tout petit, il est vert, et voilà, il a une tête chelou, et 3 doigts. Oui, 3 doigts. Mais, il reste quand même avec une forme humanoïde. Des bras, des doigts, des yeux, une bouche, des oreilles, aussi bizarre soit-elle, voilà, et un crâne, des cheveux. Oui, il reste quand même dans une certaine réalité. Bizarroïde. Mais une certaine réalité. Et aussi, bon, c'est pas tellement vraiment de lui que je voulais parler, mais surtout de son aspect. Là, c'est un hologramme. C'est-à-dire que là, Maître Yoda est sur une autre planète, il ne pouvait pas assister au conseil, c'est pour ça qu'il a fait un hologramme. Qu'est-ce qu'un hologramme? Alors, un hologramme, en fait, c'est une représentation de vous, mais en numérique. C'est comme par exemple si là, au lieu de faire la vidéo telle quelle, je crée un hologramme de moi et que je débarque par exemple dans votre salon en version holographique, c'est-à-dire un peu bizarre en bleu, tout ça. Je ne serai pas là réellement, mais ça sera ma version numérique. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui avait notamment fait ça pour un de ses meetings où il avait fait un hologramme où en fait, à mesure qu'il parlait, son hologramme reproduisait aussi. Et voilà, donc comme ça, il avait pu assister justement, enfin, il avait pu faire différents meetings à différents endroits. Et là, c'est pareil. Justement, c'est une projection numérique de soi-même, un hologramme. Ok? Au pire, allez voir sur Google. Google vous dira tout. Et voilà, donc un hologramme, vous voyez, aujourd'hui, ça existe. Avec Mélenchon, voilà. Bon, je crois que c'est le premier du lot. Bon, il y a du aux États-Unis, il doit en faire, mais j'en ai pas, oui. Alors, hologramme, ah oui, les vêtements. Mais oui, oui. Alors, oui, d'ailleurs j'y pense en la voyant, tous les films que je vous sors là, notez-les et regardez-les, ils sont bien. Et voilà, ça occupe aussi un peu votre temps. Voilà. Donc, pensez à les regarder aussi, ça peut vous faire réfléchir justement à droite, à gauche. Voilà. Bref. Donc là, le 5e élément. Le film 5e élément avec Mila Jovovich, qui a joué notamment dans les Resident Evil. Et Mila Jovovich, justement, là, elle incarne... j'ai perdu son nom.
J'ai perdu son nom. Bref, un personnage justement, une sorte de femme qui a un peu perdu la mémoire, et ça se passe dans un monde complètement futuriste. Bon, par contre, le film est assez vieux. Bruce Willis est encore jeune, c'est dire. Et alors, après, quand est-ce qu'il est sorti, ça je ne m'en souviens plus. Mais il est assez vieux. Vous n'étiez pas encore né, ça c'est sûr. Et justement, dans le 5e élément, on observe que, bon, niveau chevelure, voilà, à l'époque, avoir les cheveux orange, c'était waouh! Voilà, c'était vraiment révolutionnaire, quoi. Il n'y a que les Indiens qui se font les cheveux en couleur comme ça, orange surtout. Respect au roux, hein, respect au roux. Mais, vous voyez, l'habit, voilà, bon, certes, il y a des trous dans la salopette, mais voilà, ça reste basique, simple. Et voilà, vêtements, t-shirts, bref, des habits classiques. Bon, après, elle porte des habits bizarroïdes aussi à certains moments. Mais voilà, il y a toujours une certaine réalité dans la science-fiction. Même avec Star Wars, justement. Attendez, c'est quoi la prochaine prochain truc. Oui, non, du tout. Prenez par exemple Maître Yoda, justement. Ah, ça n'a pas marché. Toujours pas marché. Alors, attendez. Voilà. Là, vous voyez par exemple dans Star Trek. Donc là, c'est une vieille série justement qui a été réadaptée en film il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez là, voilà, t-shirt classique, voilà, un autre t-shirt en dessous. La coiffure, bon, certes, c'est pas du tout à la mode, mais ça reste classique. Et voilà, donc vous voyez, on reste quand même dans une certaine réalité. Alors, j'ai dit les vêtements et... Ah oui, les exoplanètes. Alors, que sont les exoplanètes? Les exoplanètes, en fait, ce sont tout simplement d'autres planètes. Voilà. Par exemple, vous allez avoir une histoire, on verra plus tard, sur Mars ou sur Jupiter. Bah, elles existent. Je veux dire, voilà, on peut les voir, Mars existe, Jupiter existe. Par contre, là où ça change, c'est que par contre, il n'y a personne qui vit sur Mars, ou personne qui vit sur Jupiter. D'ailleurs, techniquement, ça serait dur de vivre sur Jupiter, puisque Jupiter n'est composé que de gaz. Voilà. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, référence à la science, à la technologie, présence du réel. Voilà pour le science-fiction, à laquelle on peut ajouter de l'imaginaire. Parce qu'effectivement, dans la science-fiction, vous avez du réel, mais forcément, c'est une fiction. Donc vous voyez, là on a la part du réel avec la science, et va venir s'ajouter la fiction, pour donner la science-fiction justement. Et cette fiction, on va la retrouver à travers un certain vocabulaire qu'on ne comprend pas forcément, ou qui est propre à l'univers. Par exemple, dans Star Wars, vous avez des compenseurs inertiels. Alors, les compenseurs inertiels, déjà... quand on le googlise, on le trouve sur le Wikipédia spécial Star Wars ou des choses comme ça, sur des forums de Star Wars. Vous n'allez pas le trouver sur Larousse. Il ne me semble pas qu'il soit sur Larousse puisqu'il n'existe pas, techniquement. Donc un compensateur inertiel, en fait, c'est ce qui sert à rester debout dans les vaisseaux que je vous ai montré tout à l'heure quand ils vont très très vite. Tout bêtement. Mais à rester les pieds sur terre et à ne pas avoir les dégâts suite à la vitesse à laquelle va le vaisseau. Et aussi, vous avez l'Oasis dans Ready Player One, un super bon film. Bon, après, c'est vrai que si vous n'êtes pas geek, vous ne pouvez pas trop comprendre les références, mais bon, il est quand même sympa. Donc, Ready Player One, vous avez l'Oasis, qui est en fait une projection. Oui, je suis bête. Les casques VR, vous voyez ce que c'est? Et ben en fait, l'Oasis, c'est ça, mais fois 10 000. C'est-à-dire que là, par contre, vous pouvez aller carrément vous balader dans d'autres mondes, etc., faire n'importe quoi. Enfin, vous pouvez aller faire un petit golf,
ou alors aller vous baigner dans je ne sais trop quoi, aller tuer des monstres sur une planète, jouer à Minecraft. Voilà, vous pouvez faire plein de choses justement grâce à tout cela. Et grâce à cet appareil qui vous emmène dans l'Oasis. L'Oasis, c'est ce monde qui a été créé. Et voilà, donc, vous voyez, réel avec le casque VR, c'est-à-dire aujourd'hui les casques VR, ça existe, mais une certaine fiction, où là, par contre, voilà, c'est démultiplié. C'est-à-dire que vous pouvez carrément marcher dans cet univers. Enfin, aujourd'hui, avec les casques VR, on peut... Mais voilà, on est qu'au balbutiement, hein. Enfin, voilà, vous voyez bouger comme ça, vous prenez des objets, tac, vous les lâchez. Voilà, on n'en est pas à courir, à flinguer les gens, quoi. Enfin, vous voyez le truc. Mais, donc, comme je vous l'ai dit, les compensateurs inertiels, l'Oasis, et aussi, bon, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est quand même une vieille série, je regardais ça quand j'étais jeune, donc bon, je ne sais pas si vous étiez né, mais Stargate SG-1. Alors, pour les plus geeks ou les plus vieilles d'entre vous, elles sauront ce que c'est, mais Stargate SG-1, en fait, c'était voilà, des Américains qui décidaient de faire un programme secret pour aller sur d'autres planètes, voilà, explorer d'autres planètes, etc., via cette porte des étoiles, qui en fait, à l'aide d'un vortex, donc c'est un tube, à l'aide d'un vortex justement vous emmène dans d'autres planètes. Et là, on est complètement dans de la science-fiction. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ou alors en carton. Mais ça n'existe pas, c'est-à-dire que, encore si, vous voyez les bords métalliques ici, enfin, dans le Stargate, je suis pas sûr qu'ils soient métalliques. Mais voilà, vous voyez le cercle ici, à la limite, on pourrait dire du réel. Mais le bleu ici, voilà, c'est pas du tout sur Terre, hein, c'est pas, non, c'est vraiment, on est vraiment dans de la science-fiction. À tel point que je ne suis pas sûr qu'il explique ce que c'est vraiment. Mais bon, c'est de la science-fiction, c'est pas vrai. Bref, donc voilà pour ce qui est de ceci. Donc vous voyez vraiment un vocabulaire assez précis. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc, référence à la science, à la technologie, présence du réel ou de l'imaginaire, caractère futuriste et scientifique du récit, mais leur trop grande accumulation risque de rebuter les non-initiés. Alors, caractère futuriste ou scientifique, c'est-à-dire que quand il y en a trop, ça peut rebuter certaines ou certains. C'est-à-dire que au bout d'un moment, vous ne pouvez même plus rien comprendre à l'histoire, etc., etc. Par exemple, Ready Player One, que je vous parlais tout à l'heure, voilà, enfin le film est bien en soi, mais si vous avez les références, notamment il y a des références à King Kong, à Jurassic Park, à Minecraft, il y a des références à Retour vers le futur, etc., à Halo, etc., etc. Et si vous les avez pas, ça va vous manquer, et ça peut parfois un peu, voilà, ça peut ennuyer certains, ou certaines. Et voilà, c'est pour ça que la science-fiction, c'est quand même assez spécial. Donc, voilà pour ce qui est du lexique spécialisé. Donc le lexique parvient à nous montrer justement ce qu'est un récit de science-fiction. Les noms propres. Les noms propres, ils nomment des personnages, des lieux, des objets. Vous allez voir pourquoi des objets. Donc un nom propre, c'est, voilà, Christophe, voilà, c'est un nom propre. Donner l'illusion du réel. C'est-à-dire que à travers justement ces noms propres, on va essayer de, voilà, donner un certain aspect réel à notre récit de science-fiction. C'est-à-dire que dans le récit de science-fiction, on va se dire, attends, on va mettre des éléments qui vont dire à l'auteur, ah ouais, ça je connais, ah oui, mais c'est réel en fait, ça pourrait être réel. Et notamment, on va utiliser les prénoms. Par exemple, Wade Wilson, dans Ready Player One,
Wade Wilson, quelqu'un pourrait s'appeler Wade Wilson. Voilà. Alors que voilà, le récit est complètement imaginaire. Ce Wade Wilson de Ready Player One n'a jamais existé. Et pourtant, on lui donne une certaine réalité par un prénom qu'on connaît. Pareil pour Carol Danvers, la Captain Marvel dans le MCU, avec les super-héros. Pareil, Carol Danvers est une extraterrestre. Mais on va lui donner une certaine, une certaine réalité. J'y pense aussi à Superman, Kal-El. À la base, le personnage s'appelle Kal-El. Parce que bon, il vient de Krypton, tout ça. Mais quand il arrive sur Terre, on le nomme Clark Kent. Donc vous voyez, automatiquement, on va lui donner une certaine réalité. Clark Kent. C'est clair que vous allez plus croiser un type qui s'appelle Clark Kent que Kal-El. Même si j'ai vu que Benjamin Gates... non, pas Benjamin Gates. Bref, il y a un acteur connu qui a appelé son fils Kal-El. Mais bon, ça c'est... Voilà. C'est des erreurs. Bref, mais voilà. À partir des noms propres, justement, on peut se donner une certaine réalité. Alors, à l'inverse, justement... des noms propres vont complètement nous montrer qu'on n'est plus du tout dans la réalité. C'est-à-dire que, autant avant, je vous ai dit que les noms propres servaient à nous amener vers la réalité, autant là, ils nous rejettent de la réalité pour nous montrer, nous dire, attention, là, c'est plus réel. Là, on est complètement dans la fiction, dans le science-fiction. La science-fiction, pardon. Et notamment pour montrer ça, lui, Spock, pardon. Kirk, c'est le capitaine. Spock, qui est un très grand personnage de l'épopée Star Trek, notamment avec son symbole, justement, paix et prospérité. Spock, qui est un Vulcain. Un Vulcain, donc c'était dans l'univers de Star Trek, c'est un extraterrestre. Et vous voyez là justement, bon déjà par ses oreilles on va le distinguer, mais surtout par son nom, Spock. Vous n'allez pas en croiser beaucoup des Spock, hein. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Spock, voilà, c'est un prénom, voilà, que vous ne pourriez pas donner à quelqu'un. Bon, mais attendez, j'ai d'autres exemples. Oula, oui. Par exemple dans Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Pareil, Obi-Wan, ce n'est pas un prénom qu'on peut retrouver. Yoda aussi. Voilà, des prénoms assez bizarres. Bon, assez esthétiquement jolis à la prononciation, mais assez étranges. Vous voyez, qui vont vous dire, lui, il n'est pas humain. Et justement, c'est là qu'on veut faire dire aux gens, attention, ceci n'est pas une réalité. On vous jette de la réalité. Donc vous avez Obi-Wan, vous avez Star Trek ici, Spock, voilà. Vous avez aussi Groot. J'ai pas mis de photo, mais dans les Gardiens de la Galaxie, vous savez, c'est ce petit arbre qui parle et qui est tout mignon. Groot, voilà. Là, on est sur du... Voilà, personne n'appellerait son gamin un Groot. Alors, petite anecdote, il y a une exception à des noms bizarres. Elon Musk, donc, qui est un grand scientifique de notre époque, un génie, lui, par contre, a baptisé son enfant d'une manière bizarre. Je crois que c'est un truc du genre AEX02, ou un truc comme ça. Voilà, mais après c'est des lubies de certains parents, enfin, voilà, mais faut être un peu bizarre quand même pour donner un nom comme ça à son gamin, ça doit pas être évident tous les jours. Mais bref. Alors. Ah, oui, j'en parle maintenant. Eh ben, parlons maintenant. Oui, aussi, vous avez Alita. Alors, je vous donnerai à lire justement les premières pages, donc oui, jusqu'à la page 32, du manga Gun, qui vous parlera de Gali. Et Gun,
a été adapté. Gun est un manga des années 70, un manga assez célèbre, qui a donné il y a peu une adaptation cinématographique où par contre là ils ont changé le prénom, Gali est devenu Alita. Mais dans les deux cas, Gali ou Alita, c'est pas des prénoms communs, pas des prénoms que vous allez retrouver, bien que jolis. Mais je crois que j'en parlerai un peu plus tard. Oui, j'en parlerai un peu plus tard de toute façon. Alors oui, évocation d'un message. Oups. Travelling. Voilà. Alors, évocation d'un message. Donc, tout d'abord, je vous ai parlé de Wade Wilson dans Ready Player One. Et Wade Wilson, le nom n'est pas choisi au hasard. Et vous allez voir que justement dans les récits de science-fiction, bon, pas tout le temps, hein, voilà, il y a des moments, c'est juste des prénoms, je choisis, voilà, mais des moments, on va choisir des prénoms avec une certaine, une certaine logique. Quelque chose qui va nous donner des indices, nous dire, ah, lui, il cache quelque chose. Et notamment, par exemple, Wade Wilson, dans Ready Player One, justement, le fait qu'il s'appelle Wade Wilson, c'est typique des super-héros. C'est-à-dire, vous prenez voilà, des super-héros comme... j'ai perdu. Attendez. Donc, voilà, Wade Wilson, comme par exemple Bruce Banner, Hulk, Peter Parker, Pépé. Oui, à chaque fois les mêmes initiales. Et voilà, et aussi Bruce Wayne. Bon, là, c'est B et W. Mais on est dans cette logique. Wade Wilson qui justement voilà, va jouer un petit peu les héros dans Ready Player One. Mais le personnage que je vais vous présenter en avant, c'est lui. Alors, peut-être que certaines le reconnaissent, il s'agit de Thanos. Thanos qu'on retrouve dans les Avengers, le film de super-héros justement avec Thor, Iron Man, Captain America, etc. Et Thanos, justement, bon, c'est le grand méchant, un méchant assez charismatique qui veut détruire la moitié de l'univers, justement, pour réguler. Alors, en plus, il y a une certaine logique dans son raisonnement, c'est pour ça que c'est un personnage assez charismatique. Mais au-delà de ça, justement, il veut détruire la moitié de l'humanité pour réguler un petit peu la population, pour ne pas que ces populations, justement, meurent. Parce que à force de trop consommer, il n'y aura plus à consommer, du coup la population va mourir. Alors que si vous détruisez la moitié de l'univers, bah, l'autre moitié va survivre et va beaucoup mieux vivre, justement. Il y a une certaine réalité dans sa pensée, mais bon, voilà, après on parle un petit d'un génocide de la moitié de la planète, mais bon, voilà, on n'est plus à ça près. Bref. Et Thanos, justement, il y a un rapport. Thanos fait référence à Thanatos. Thanatos qui, dans la mythologie grecque, était une figure de la mort. Et justement, Thanos est là pour détruire, pour donner la mort. Et d'ailleurs, dans les comics, donc dans les BD américaines, dans les comics, Thanos, justement, détruit des planètes. Bon, déjà, par rapport à cette histoire dont je vous ai raconté, pour sauver l'humanité, mais surtout aussi pour la mort. Puisque dans les comics, la mort est personnifiée, c'est-à-dire qu'elle a un corps, un visage et qu'elle parle. Et en l'occurrence, c'est une femme. Et que va faire Thanos? Il va tout simplement tomber amoureux de la mort. Oui, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Voilà. Et Thanos, justement, va tomber amoureux de la mort et il va vouloir aider la mort. Et c'est pour ça qu'il va tuer plein de gens, justement, en guise de cadeau. Et vous voyez, là est tout le rapport, aussi bien dans le film que dans les comics, on voit vraiment le rapport à la mort. Et Thanos, comme je vous l'ai dit, donc Thanatos, référence à la mythologie grecque, vision de la mort. Donc, vous voyez, on est dans une certaine réalité, tout de même. On cherche à faire passer un message. C'est-à-dire, au début, bon, après, c'est vrai que tout le monde ne va pas dire « Ah oui, Thanatos !» Bon, moi je l'ai vu parce que voilà, j'ai étudié la civilisation grecque et la mythologie. Mais d'autres personnes, voilà, ils vont pas avoir le déclic.
Et du coup, quand vous avez la référence, vous vous dites, ah mais oui, ah donc ça va, ouais, c'est pas gentil, voilà, c'est pas gentil l'histoire. Et justement, ça peut vous donner des indices sur ce qui va se passer, sur ce qu'il va faire, etc. Alors, et ça justement, on le retrouve dans les récits de science-fiction, les personnages qui ont des noms, ont parfois des noms qui ne sont pas anodins, comme je vous l'ai dit, Wally Wilson, Thanos, là, il y a toujours une réflexion derrière. J'en suis où? Oui. Donc, on a vu que les noms propres, donc, qui peuvent donner l'illusion du réel, ou à l'inverse, éloigner les spectateurs dans l'imaginaire. On a vu que les noms propres étaient porteurs de messages. Woody Wilson et Thanos. Et maintenant, justement, on va voir que les noms propres peuvent être donnés aussi à des êtres non humains. Qui tend à être ces noms qu'on leur donne tendent à les déshumaniser. Alors que veut dire déshumaniser? C'est tout bête, hein. Déshumaniser. C'est-à-dire enlever leur humanité, enlever ce qu'ils ont d'humain. Donc les rendre vraiment, leur enlever justement leur humanité. C'est où j'en parlais? Donc on leur enlève carrément leur humanité. C'est-à-dire que voilà, on leur donne plus de nom, on leur donne juste des numéros ou des choses comme ça. Alors, je viens de penser à quelque chose, mais d'abord je voudrais vous parler de ça. Donc, eux deux, ils sont quand même assez connus dans l'univers de Star Wars. Il s'agit de C3PO et R2D2. Alors, bon, C3PO et R2D2, c'est pas les noms que vous allez donner à vos gamins. Pitié. Et justement, C3PO, voilà, on va leur donner des noms qui montrent qu'ils ne sont pas du tout humains. C3PO, C3PO. Voilà, il n'y a rien d'humain là-dedans. Pareil pour R2D2. Bon, à la base, les acteurs qui jouaient étaient vrais. Enfin, voilà, il y avait vraiment un acteur dedans et vraiment un acteur là. Oui, c'était un nain. Oui, en même temps. Et voilà, donc C3PO et R2D2, on va leur donner des noms de robots pour vraiment les déshumaniser, leur enlever leur humanité. Alors, ça aussi, j'ai un autre exemple. X23. Alors, X23, là, on est dans les comics. Oui, je vais beaucoup vous parler de comics et de mangas, ça va être terrible. Dans les comics, justement, X23, est un clone. C'est-à-dire, elle est un clone d'un X-Men, Wolverine, et ce clone, justement, ne sert qu'à tuer. C'est-à-dire, il va être créé dans le but de tuer, dans une organisation secrète. Et justement, X23, voilà, on l'appelle comme ça. On l'appelle pas, je sais pas moi, Ellie, Tiffany ou... Non, on l'appelle X23 parce que justement, on veut lui enlever toute son humanité. On veut que ce soit une arme. C'est-à-dire que quand on va aller... quand les méchants, en quelque sorte, vont aller voir d'autres méchants, ils vont dire, oui, l'arme X23 est prête. Voilà, ils vont pas parler en ces termes de cette jeune femme. Justement pour la déshumaniser, pour vraiment la mettre comme une arme. Alors, bon, là, je vais sortir un peu du contexte de science-fiction, mais on faisait la même chose, par exemple, lors des camps de concentration avec les Juifs. C'est-à-dire que, à cette époque, justement, quand ils entraient dans les camps de concentration, on tatouait des numéros aux Juifs. C'est-à-dire, ils n'étaient plus Jacob ou Sarah ou je ne sais trop comment. Non, ils étaient 1, 0, 0, 36, 67. Voilà. Et ça, c'était pour déshumaniser. Quand on donne, par exemple, que ce soit dans la science-fiction ou même dans l'histoire, on a donné des numéros à des gens, c'était pour les déshumaniser, leur enlever toute humanité. Et là, donc, justement, dans le récit de science-fiction, on veut enlever toute humanité. Et de même que aussi, à l'inverse existe.
C'est-à-dire que on va donner des prénoms à des non-humains pour les humaniser. C'est-à-dire que cette fois, c'est comme par exemple si, avec C3PO et R2D2, c'est comme par exemple si on avait appelé Tom et Jedusor. Vous voyez, c'est des prénoms, voilà, on les aurait humanisés. Ça aurait été différent que C3PO et R2D2. Et bien là, dans certains cas, dans la science-fiction, on va faire ça. On va donner des prénoms à des éléments non humains. Et ça, vous en connaissez. Et oui. Puisque là, je vais vous parler notamment de Wall-E. Wall-E, j'espère que vous connaissez quand même, classique Disney. Wall-E, justement, qui est une machine éboueur. C'est-à-dire son travail, c'est d'empacter des déchets, de les mettre en petits cubes et de les empiler. Voilà, c'est une machine, on va donner le nom Wall-E. Mais justement, celle qui m'intéresse, c'est en quelque sorte celle qui est à la base de les tuer, mais qui va devenir sa copine, Evie. EVE. Et là, justement, vous voyez, même Wall-E, bon, Wall-E, ça existe, un W-A-2-L-Y, c'est un prénom. Mais, vous voyez, Wall-E, on garde quand même ce côté un petit peu robot, alors qu'Evie, justement, on lui donne vraiment un aspect humain. Et à la fin, voilà, les deux, on leur donne des caractères humains. Mais, aussi... Alors, attendez, est-ce que c'est ça ? Oui. Oui, voilà. Wall-E, bon, Jarvis aussi dans Iron Man, mais surtout, celui dont je voulais vous parler, c'est de Sony. Sony dans iRobot. Et Sony dans iRobot, justement, il est assez important parce que il est le personnage qui est le plus bizarre. C'est-à-dire, nous sommes dans un futur, dans iRobot, avec Will Smith, où les robots voilà, sont partout. C'est-à-dire, ils servent des boueurs, ils servent de policiers, voilà, ils sont un petit peu partout. Et le gouvernement décide de créer une nouvelle race de robots, ce genre de robots justement, et parmi eux, il y en a un. Il y en a un qui va être différent des autres, parce qu'il va être créé voilà, de manière différente, voilà, avec une certaine réflexion. Et à lui, justement, on va lui donner un prénom, Sony. Donc vous voyez, tout de suite, on va l'humaniser. Du fait en plus qu'il ait une conscience, ça va le rendre beaucoup plus humain que les autres robots, que ses semblables. Ce qu'il faut dire, c'est semblable, c'est la même chose, hein, ils se ressemblent tous, c'est des clones. Mais, par le fait qu'on lui donne un prénom, paf, ça va changer. Ça va lui donner une humanité. Voilà. Alors, je suis pas sûr que j'ai mis une photo. Non. Mais vous en avez un autre exemple aussi dans Zootopie. Et oui, c'est pour ça que je parle de non-humain. Oui, parce que dans Zootopie, c'est tous des animaux. Hein. Il y a un lapin, il y a un renard, il y a un éléphant, il y a un buffle, il y a un tigre. Voilà, c'est tous des animaux. Mais le fait de leur donner des prénoms va les humaniser. Jodie, j'ai perdu les prénoms. Je leur revois. Mais voilà, on va leur donner des prénoms pour les humaniser, pour que nous, justement, on soit beaucoup plus affectés. Comme je viens de vous montrer avec Sony. Aussi, on va se trouver beaucoup plus proche de Sony que des autres robots, parce que justement, on se dit, ah tiens, il a un prénom, il est comme les humains. Vous voyez, on va essayer de créer un contact entre notre réalité et l'imaginaire. En fait, c'est ça la science-fiction, depuis ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est à partir de l'imaginaire, créer un lien entre l'imaginaire et notre réalité, pour qu'on puisse y aller dans notre tête. C'est-à-dire quand on voit un film de science-fiction, quand on lit un livre de science-fiction, on doit pouvoir y aller, on doit pouvoir le comprendre, justement. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Ah oui, alors,
Après, vous avez aussi les mots inventés. Donc pareil, qui vont créer une ambiance science-fictionnelle. Alors, le mot science-fictionnel existe, il est simplement québécois. Mais il existe. Alors, néologisme. Néologisme, certains, ce sont en fait des mots créés de toutes pièces. Donc comme je vous le dis, certains sont passés dans l'usage courant comme robot, cyberespace, multivers. Alors c'est des néologismes, c'est-à-dire c'est des mots qui n'existaient pas avant, qu'on a créés, et qui ont été créés pour une certaine utilité, pour donner une certaine dimension. Dans la science-fiction, on va créer ces mots pour qu'il y ait, pour que la personne qui lit ou qui regarde comprenne. Notamment le multivers. Voilà, c'est plusieurs univers, ça je vais y revenir après. Mais le robot, par exemple, au Moyen-Âge, il n'existait pas. On ne parlait jamais de robot. Je crois que robot est venu 19-20e siècle. Voilà, c'est un mot assez récent quand même. Mais voilà, c'est des néologismes pour expliquer une situation. Et dans la science-fiction, on en trouve beaucoup des néologismes. Mais ces néologismes, ils vont se créer à partir de diverses manières. Comme la dérivation. Ajout radical d'un préfixe comme le terme d'hyperespace. Donc, hyperespace. Donc là, vous voyez, ça va être une dérivation. C'est-à-dire qu'on a un espace, l'espace, et qu'on va lui rajouter un superlatif. Et là, ça devient hyperespace. Ça veut dire que ça va être l'espace plus. Donc quand on parle d'hyperespace, notamment dans Star Wars, c'est quand on se déplace à une vitesse supraluminique. Supraluminique, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, c'est une dérivation. Luminique, la lumière, supra, donc qui va au-delà de la lumière, qui va plus vite que la lumière. Autant dire assez rapide quand même. Et on en trouve souvent des dérivations comme ça. Super-héros, c'est des héros, mais qui sont super. D'ailleurs, ils ont un super pouvoir. Super pouvoir aussi. Oui, on va de plus en plus loin. Mais c'est ça, des dérivations. C'est quand vous avez un mot et vous le rajoutez un suffixe qui va l'améliorer ou le baisser. Mot valise. Mot formé par la fusion de plusieurs parties de mots comme le multivers. Vient de multiplication, univers, blablabla. Je vais vous expliquer. Alors, un multivers. Donc multivers, vous avez deux mots. Vous avez multi, qui vient de multiplication, et univers, qui veut dire univers. Donc concrètement, la multiplication des univers. Alors qu'est-ce que le multivers? Donc comme le dit le mot, c'est la multiplication des univers, mais comme le montre cette image, en fait, c'est plusieurs réalités. C'est-à-dire, vous avez notre univers, voilà, ça rejoint un peu l'effet papillon dont je vous ai parlé, vous avez notre univers, et vous avez un univers parallèle où d'autres choses se passent, comme nous, mais différents. Par exemple, je sais pas moi, on n'a jamais découvert l'Amérique, ou alors Hitler a gagné la guerre, ou je n'ai jamais été votre prof. Voilà, un truc comme ça. Enfin, vous voyez, c'est un autre univers. Et d'autres univers comme ça, enfin, il y en a plein, justement. Après ça, on n'est pas encore sûr que ça existe. Stephen Hawking, qui est un éminent scientifique, malheureusement décédé, travaillait justement là-dessus. Donc ça montre que quand même, il y a potentiellement une chance que ça existe. Et c'est ça, le multivers. C'est le fait qu'il y ait plusieurs univers parallèles, une multiplication. Attention, hein, pas le fait qu'il y ait un univers ici, un univers là. Non, là, ça serait une addition. Non, on part d'un seul élément et on va le multiplier, justement. Alors,
Vous avez aussi les mots fusion. Mots construits à partir d'autres mots comme l'espace-temps. Donc là, en fait, on va prendre deux mots, on va éviter de les mélanger et on va, voilà, avec l'aide d'un tiret, justement, c'est ça qui est important, il y a un tiret. Donc, espace-temps, eh bien, tout simplement, l'espace-temps, ça va être un mot fusion. On va fusionner les deux mots pour que ça donne un nouveau mot. Donc, l'espace-temps, c'est... qu'est-ce que c'est l'espace-temps? L'espace-temps, c'est tout ce qui concerne justement le temps et l'espace, mais voilà, dans sa globalité, l'espace-temps, une faille dans l'espace-temps, c'est une faille dans notre... oui, non, c'est trop complexe à comprendre, mais bon. Bref, retenez qu'il y a des mots fusion, comme ceci. Anglicisme. Anglicisme emprunt à la langue anglaise tel que le terme geek. Oui, parce que aujourd'hui on entend trop souvent oui, les geeks, c'est les gars à lunettes qui ont plein de pustules sur la tête et qui foutent rien de leur journée. Alors non, oui, j'ai des lunettes, mais je n'ai pas de pustules et je ne fous pas rien de mes journées. Parce que j'ai en train de faire quoi. Et voilà, un geek, la définition en anglais de geek est fou de. Alors attention, pas fou en mode toc-toc, mais fou, c'est-à-dire passion. Moi par exemple je suis un geek parce que je suis passionné de tout ce qui concerne les comics, les mangas, bon vous l'avez peut-être compris. Voilà, c'est, vous voyez, on va utiliser un mot anglais. Aujourd'hui, pour désigner par exemple moi, je vais dire je suis geek. Alors que c'est un mot anglais. C'est ça l'anglicisme, pardon. C'est le fait de prendre un mot anglais et de l'intégrer à notre langue française. Voilà. Alors, on suit à combien là? J'arrive pas à voir. Voilà. 51 minutes. 50... Oh, je vais peut-être m'arrêter là. Oui, après ça va vous faire trop. Du coup, la prochaine fois, donc, on verra un cas concret et on commencera l'étape 2 avec notamment une ville du futur, son Jules Verne. Voilà. Sur ce, alors, n'hésitez pas à me dire, si vous n'avez pas compris, je vois Océane et Lou m'ont déjà voilà, sollicité deux choses. Donc je leur ai dit deux choses justement, soit entraînez-vous entre vous, c'est-à-dire par exemple un tel n'a pas compris, allez demander à une autre élève. Alors, pas que je veux me dédouaner, que je veux dire allez démerdez-vous et voilà, faites vos embrouilles. Non, simplement qu'en fait, moi, je sais que quand je parle, j'utilise un vocabulaire pas forcément facile à comprendre ou juste comme ça. Alors qu'entre vous, quand vous parlez entre vous, vous avez le même vocabulaire, vous avez, voilà, enfin, ça marche. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes amené à mieux vous comprendre. Mais si jamais, voilà, vous n'arrivez pas à vous comprendre, enfin, vous ne comprenez toujours pas, là, par contre, vous pouvez parfaitement venir me voir. Il n'y a pas de souci. Donc vous venez me voir, vous me dites monsieur, je n'ai pas compris telle chose, et moi je vous réexplique. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous prendre en FaceTime et je vous explique concrètement. Voilà, plus simplement. Et voilà. Donc voilà, faites dans cet ordre justement. Essayez de vous entraider un petit peu justement. Voilà, comme ça au moins il y aura deux bénéfices. D'une part, la personne, au moins, elle comprendra le cours. Et en plus, pour la personne qui explique, ça lui fera réviser. C'est tout bénef. Bon, mais surtout, si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à venir me voir. Enfin, par contre, je vous invite quand même à regarder les vidéos assez régulièrement, de vous mettre à jour. Comme vous l'avez remarqué, j'en publie pas non plus 50 par jour. C'est voilà, pour pas non plus trop vous donner de travail parce que bon, vous avez l'air bien en avoir assez. En plus, bon, les conditions de confinement sont pas forcément faciles. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'attends de vous que vous soyez assez sérieuse et que vous regardiez les vidéos, que vous complétiez le cours. Voilà, je vous demande que ça. Bon, à la rentrée, je vais vous flinguer un coup de contrôle, mais voilà. Non, quand même. Enfin, je vais vous mettre des contrôles, mais je serai gentil, ne vous inquiétez pas. Donc, bon. Et de toute façon, je vous préviendrai, vous inquiétez pas, enfin voilà, ce sera carnard. Et sur ce, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée,
Un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Voilà. Bonne journée, au revoir.